Donc imaginez qu'on est au théâtre, voilà, c'est un premier sketch et comme un bâton de parole quand on fait de l'éducation populaire. Mais en tout cas, il faudra vraiment qu'on le garde pour qu'Antoine puisse voilà, avoir un son intéressant pour l'image. Alors bonjour à toutes et à tous, merci vraiment de vous intéresser à cette journée sur les universités européennes insoumises ou sur l'enseignement supérieur et la recherche au niveau européen. Dans cet atelier, donc nous on va parler des luttes, où en sont les luttes des personnels et des étudiants et des étudiantes en Europe et dans le monde. Et avant même d'introduire cette table, vous savez, la France Insoumise, c'est toujours participatif. Donc, dans le programme, vous avez pu voir qu'il va y avoir des restitutions des ateliers en début d'après-midi. Et est-ce que ici, il y a un volontaire ou une volontaire pour restituer cet atelier? C'est entre 14h et 14h30. Donc, on a voilà, une petite restitution de 10 minutes ici, 10 minutes pour l'atelier 1. Est-ce que quelqu'un pourrait faire ça, s'il vous plaît? Oui? Ah, très bien. Alors, j'ai vu deux mains se lever. Donc, madame et puis le jeune homme à côté. Voilà, je vous laisserai ensuite voir comment est-ce que vous faites la restitution. Et ce sera... eh bien, c'est pas marqué sur le programme. Donc, on se redira à quel endroit est-ce qu'on se retrouve tout à l'heure. Donc... Ce matin, toute la matinée est dédiée plutôt à un état des lieux et cet après-midi aux alternatives et aux propositions. Mais évidemment, ça n'empêche pas d'aller dès ce matin vers les alternatives et vers les propositions. Donc pour cet atelier autour des luttes, on accueille donc Harold Gonzalez, Marion Rivet et puis Alain Roch. Et donc quand on parle de lutte, on engage forcément un modèle pour l'enseignement supérieur et la recherche. Alors il y a un modèle dont on a commencé à parler ce matin, hein, c'est celui mis en place par Bologne, etc., celui de la compétitivité, celui de la marchandisation, celui qui se met au service d'une minorité. Et puis face à ce modèle, hein, celui qu'on peut défendre, c'est celui de l'émancipation collective. Qui vise à produire des savoirs pour élever le niveau de connaissance, pour comprendre le monde et ensuite agir sur le monde. Alors s'il existe des luttes, on va en parler, c'est bien que le modèle qu'on s'est fixé n'est pas encore atteint. Et ce matin, c'est Loïc qui en parlait dans son introduction. Il disait que s'il y a des oppressions, il y a des résistances. Donc c'est ce qu'on va voir ce matin avec les luttes. Donc, dans cet atelier, évidemment, c'est impossible de prétendre faire un état des lieux complet de toutes les luttes en Europe et dans le monde, de toutes les luttes en cours. On va néanmoins essayer de rendre compte de certaines de ces luttes, à savoir comment est-ce qu'elles se mettent en place, dans quel contexte est-ce qu'elles se mettent en place, quelles difficultés on peut rencontrer pendant les luttes, et puis pourquoi et comment certaines de ces luttes aboutissent. Donc évidemment, l'objectif reste d'essayer de définir dans quelle mesure il est possible de construire des rapports de force pour créer des brèches et des espaces pour nous permettre de mettre en place des propositions alternatives. On est sous le format d'un atelier, mais vous avez vu que même ce matin, sur la table ronde, c'est quand même assez participatif. Donc on va suivre ce qui a été mis en place lors de la table ronde, c'est-à-dire des interventions de 5 minutes et puis ensuite une discussion avec la salle voilà, autour de ce qui aura été dit ou sur des ouvertures. On va commencer avec Marion Rivet, qui est étudiante en cinéma à Paris 3. Et qui est très active dans le mouvement universitaire actuellement. Et donc, toi, tu vas nous parler du cas de la France. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, en effet, je suis étudiante à la Sorbonne Nouvelle, Paris 3, qui a pris pleinement part au mouvement de contestation contre la loi OR. Aujourd'hui, ce mouvement il atteint un niveau de mobilisation qui n'a pas été atteint depuis longtemps. Et ça s'explique parce que c'est la plus grosse attaque envers le service public de l'enseignement supérieur depuis la loi LRU en 2007. Mais à côté de ça, on est véritablement méprisé par ce gouvernement qui ne prend pas en compte nos revendications, ne nous écoute pas, mais aussi qui s'attelle à nous invisibiliser. Macron ne parle jamais de nous et quand c'est le cas, c'est en nous paternalisant les fameux diplômes en chocolat, etc. Mais à côté de ça, ça accentue et ça renforce notre mouvement. Au niveau de la mobilisation, elle a plutôt commencé auprès des lycéens
C'était vraiment un objectif en tant que militant d'aller à la rencontre de ces lycéens pour les mettre en mouvement, et c'était logique parce que c'était les plus concernés finalement. Donc il y a eu plusieurs lycées bloqués au début du mouvement. Ils étaient très présents dans les manifestations. Et puis il y a eu un creux pour diverses raisons, notamment le début des bacs blancs, etc. Et surtout parce que la mobilisation, elle a commencé à s'affirmer dans les facs. Et donc on avait moins de temps d'être sur les lycées. À l'université, le mouvement étudiant a commencé dans certaines facs avec d'autres mots d'ordre, comme je pense notamment au Mirail, à l'université du Mirail, qui se battait aussi contre la fusion, et aussi à l'université de Paris 8, qui accueillait des réfugiés. Et paradoxalement, il y a eu certaines violences fascistes, je pense à Montpellier, et de répression policière qui ont été un tremplin pour notre mouvement. Et en fait, en avril, il y avait 40 facs qui étaient vraiment mobilisées en France, donc c'était à peu près une fac sur deux dans lesquelles il se passait quelque chose. Si on prend le cas de ma fac, par exemple, Paris 3, c'est pas anodin pour expliquer le mouvement étudiant, et c'est assez significatif parce que il y avait vraiment le sentiment d'une forte dépolitisation des étudiants. Il n'y a eu aucune mobilisation depuis le CPE, il n'y avait absolument rien pendant la loi travail, etc. Et ah bon oui, mais justement, je dis depuis le CPE, ces dernières années. Et donc là, par exemple, on militait depuis plusieurs mois, on n'arrivait pas du tout à mobiliser les étudiants. Oui, la rue, j'ai pas dit le contraire, bien sûr. Oui, mais je parle de ces dernières années. La loi travail. Ah, pardon. Enfin bref, en tout cas, c'est le sentiment qu'on avait, les quelques militants de la fac, depuis le début du mouvement. On avait vraiment du mal à les mobiliser. Et il y a ce sentiment de dépolitisation des étudiants. Alors les étudiants ont changé depuis la loi LRU peut-être, et la situation politique aussi. Donc, on s'est retrouvés quand même à faire des assemblées générales de plus de 2000 personnes. Et une occupation pendant 3 semaines. Et là, je vois quelques camarades autour de moi qui peuvent en témoigner. C'était assez inespéré qu'on arrive à faire ça à Paris 3. Bref. Donc ensuite, justement, on s'est retrouvés avec des gens, c'était peut-être un faux constat, parce qu'on s'est retrouvés avec des gens qui se sentaient finalement tout à fait concernés et tout à fait impliqués à partir du moment où on a occupé la fac. Des gens qu'on ne voyait pas spécialement avant en assemblée générale, etc. Très bien. Ensuite, on a eu énormément d'interventions CRS dans les facs pour déloger les occupants, sur un mot d'ordre, celui avec l'intention de casser la mobilisation. C'était le cas, du coup on n'avait plus de lieu d'occupation, mais pour nous c'était pas une fin en soi, et il y avait le besoin d'aller au-delà. Ensuite, pour parler rapidement de la mobilisation des professeurs, leur mobilisation, leur soutien est essentiel. C'est un poids vraiment important, mais ils sont rentrés assez tard dans la lutte, et pas forcément massivement. Enfin, c'était très disparate. Et surtout, les plus mobilisés, c'était finalement les plus précaires, les doctorants, les vacataires, etc. À Paris 3, le jour de l'occupation, il y a Alexis Blanchet, qui est directeur des masters de cinéma, qui a annoncé qu'il se mettait en grève administrative et pédagogique illimitée. Ça a eu beaucoup d'écho dans le milieu universitaire, et ça a été assez suivi, notamment au sein de la fac. Au Mirail, c'était le contraire, apparemment. Enfin, c'est pour ça que je dis que c'est disparate. C'est le mouvement, il s'est plutôt lancé. Il a commencé par le personnel administratif, les BIATS, etc. On observe aussi une répression administrative qui est très forte dans les facs. Par exemple, à la fac de sociologie de Bordeaux, il y a eu 7 démissions administratives
mais il y a eu une nomination tout de suite de quelqu'un à la tête du collège pour pouvoir faire marcher quand même le système. Et à Paris 3, hier, on a appris la mise sous tutelle partielle par le ministère, notamment du département cinéma, car les profs étaient opposés à l'application de Parcoursup, notamment au classement qui instaure la sélection. Donc il y a vraiment cette répression administrative, et c'est la même logique qu'on retrouve au niveau de la répression policière de la mobilisation. C'est une manière de museler la contestation. Aujourd'hui, l'attention est à nouveau portée sur les lycéens. Il y a vraiment cet objectif de les remobiliser. Et on a pu voir mardi les résultats de Parcoursup avec 400 000 lycéens sans réponse, sur liste d'attente ou qui ont reçu des noms. Et le résultat est donc encore plus catastrophique que ce qu'on imaginait. Mais c'est compliqué car la répression est encore très violente. On l'a vu aussi à l'issue de la manifestation de mardi, le lycée Arago, où plus de 100 lycéens ont été interpellés alors qu'ils s'apprêtaient à faire une assemblée générale. Et pour essayer d'un peu analyser ce qui se passe, l'enjeu d'un mouvement étudiant, ça depuis toujours, c'est aussi de politiser toute une génération, de développer une conscientisation de manière très forte. Et l'occupation, c'était aussi un moyen justement de faire re-rentrer la politique au sein des facs, un lieu qu'elle n'aurait jamais dû quitter, d'ailleurs qu'elle n'a pas quitté, mais on fait passer ça pour de la neutralité. Et il y avait tout de même des gens très différents au sein de cette occupation, de ces mouvements étudiants. C'est un mouvement qui est loin d'être unitaire. Mais on a quand même quelque chose qu'on retrouve qui est fort en commun, c'est le rejet de ce monde néolibéral et de toutes les valeurs qui l'accompagnent. On a une génération qui refuse ce monde dans lequel on veut nous faire vivre, etc. Et ça s'observe si on analyse un peu cette idée de convergence des luttes, etc. Elle est très forte dans le mouvement étudiant, elle est très forte dans la jeunesse. Mais cette convergence, la difficulté qu'on avait, c'est que elle devait d'abord s'appliquer au sein de notre propre lutte, déjà entre les étudiants eux-mêmes, mais également entre les étudiants, les professeurs et personnels, etc., pour ensuite être efficace et s'élargir à l'ensemble du service public, puis des travailleurs du privé, du public et de l'ensemble des citoyens. Et nous, notre rôle en tant que militants France Insoumise, c'était peut-être de tenter de canaliser tout ça politiquement, tout en prenant part à toutes les actions, en étant au cœur des luttes, puisque nous sommes avant tout une force de proposition. Il ne faut jamais l'oublier, et une journée comme aujourd'hui le montre plutôt bien. Merci Marion. Donc on va prendre la deuxième intervention. On accueille Harold Gonzalez, qui, alors toi tu es étudiant à sciences politiques et spécialiste des mouvements en Amérique du Sud. Donc c'est plutôt cet aspect-là que tu vas nous présenter. Et alors spécialiste, et en plus tu as été aussi au cœur de certaines de ces luttes. Et d'abord, je suis plutôt à l'IHEAL, c'est l'Institut de haute études en Amérique latine, et dans la discipline de sciences politiques, mais je suis pas à l'Institut de sciences politiques. Je dirais pas un spécialiste, je suis encore en formation, mais j'ai quelques expériences dans le terrain. Et du coup, je vais essayer de donner les grandes lignes des mouvements étudiants en Amérique latine. Tout d'abord, il faut partir de... Ok, d'accord. Et d'abord, il faut parler de 1918, et c'est le mouvement des étudiants à Cordoba. Ce mouvement, il lutte pour l'autonomie des universités et pour la cogestion des directions au sein de l'université. Il faut souligner également qu'à l'époque, et le mouvement étudiant, il était très élitiste en fait, parce qu'il y avait qu'une toute petite partie de la population qui pouvait vraiment accéder à l'éducation. Mais néanmoins, au cours de l'histoire, et en Amérique latine, dans les pays, notamment en Argentine, en Bolivie, en Équateur, on a vu une forte présence des mouvements étudiants qui ont participé au renversement des dictatures, notamment en Équateur en 1963 et en Bolivie en 1964. On a eu aussi beaucoup de difficultés au niveau historique, surtout au Mexique. En 1968, on constate l'assassinat de plus de 40 étudiants. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore les chiffres exacts.
Mais il y a eu une fusillade lors d'une manifestation lycéenne et universitaire à la Plaza de Tlatelolco au Mexique. Et c'est, disons-le, un fil conducteur pour analyser et comprendre un peu l'action politique générale, mais aussi universitaire en Amérique latine. Il faut souligner également que les réussites des mouvements étudiants en Amérique latine, elles sont très divergentes. Des fois, elles marchent très bien dans une très courte période de temps, et des fois, sur des périodes très longues, et les mouvements, ils n'atteignent pas les objectifs donnés. Cela s'explique à cause d'une diversité et plutôt du caractère transitoire de l'université et des étudiants qui font partie des mouvements et des syndicats qui lidèrent et qui mobilisent les universités. Notamment au Mexique et en Colombie, et je vais l'expliquer plus tard. La situation elle est très complexe parce qu'il y a des accords locaux entre les administrations locales, notamment les mairies et les municipalités, et les groupes criminels, et notamment liés au narcotrafic, pour la pacification des territoires et notamment pour le maintien de l'ordre public. Sur ce point-là, il faut souligner qu'en 2014, il y a eu 43 étudiants assassinés et disparus, d'abord assassinés, d'abord disparus et après constaté qu'ils avaient été assassinés, et de l'école normale d'Ayotzinapa, au Mexique. Et dernièrement, au mois d'avril, il y a eu 3 étudiants à Guadalajara qui ont été disparus. Tout de suite après, on s'est rendu compte qu'ils avaient été assassinés. Et c'était des étudiants de cinéma en plus, qui faisaient un reportage sur le crime organisé à Guadalajara. Et d'abord, au niveau ça, pour donner quelques constats, maintenant au niveau institutionnel et plutôt au niveau des directrices politiques et au niveau continental, il faut dire que 1980, c'est la date du consensus de Washington. C'est tout un ensemble de mesures proposées par la Banque mondiale et par le Fonds monétaire international en Amérique latine qui concernaient tous les services publics en Amérique latine, notamment la dérégularisation fiscale et la privatisation des services publics, y compris la question de l'éducation. Jusqu'à aujourd'hui, cette tension entre privatisation et force économique et droit à l'éducation gratuite et pour les étudiants dans les pays de l'Amérique du Sud et, disons-le, la grille des lectures des mouvements sociaux est liée à la question de l'éducation en Amérique latine. Cette tension, elle est marquée d'abord par la volonté des pays en voie de développement d'appartenir ou de faire partie des institutions financières internationales, notamment la OCDE. Cela, on le constate en Colombie et au Chili. Et il y a un autre constat très important à faire, c'est que pendant les 15 années et un petit peu plus des gouvernements progressistes en Amérique latine, il n'y a pas eu des réformes de fond sur le système universitaire latino-américain. Il y a eu des réformes sur la forme, il y a eu des réformes sur la question de la massification de l'accès à l'université, mais il n'y a pas eu une vraie démocratisation de l'accès, une vraie amélioration de la qualité, et surtout, il n'y a pas eu un directionnement de l'ensemble de la matrice académique et pour les pays. Il n'y a pas de politique publique vraiment rénovatrice et émancipatrice en Amérique latine, malgré un passage de presque 20 ans et des gouvernements progressistes. Ça, c'est quelque chose de très important. Et pour finir, je voudrais parler des 2 expériences. La première, c'est celle du Chili et de la Colombie en 2011. Vous dire ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et les caractéristiques et contextuelles de chaque pays qui ont permis que les luttes se mènent au bien. Et en 2011, encore dans le cadre de la privatisation de l'éducation et de la résistance des mouvements sociaux vis-à-vis de cette privatisation, en Colombie, on constate un projet de loi qui allait modifier le projet de loi de 1992 qui s'appelle la Ley 30. Et
ce projet-là, il portait surtout sur la mise en concurrence des institutions publiques universitaires d'éducation supérieure et avec les institutions privées pour le financement de l'État. Du coup, on met des institutions publiques qui sont définancées et qui n'ont pas d'argent pour fonctionner en concurrence avec des institutions qui perçoivent des financements privés et même des financements publics qui ne sont pas de qualité, qui sont totalement orientés vers des formations de marketing, de communication, d'administration d'entreprise, tout en mettant de côté la formation au niveau humaniste et social concernant l'histoire, la sociologie, etc. Et en Colombie, exactement, on constate cette tension entre les institutions financières et les étudiants de la manière suivante. On trouve qu'un étudiant, quand il accède à un prêt à la banque en Colombie, il est endetté pour une durée entre 20 et 30 ans. Cette dette, aujourd'hui, et c'était le mois de mars, et le Parlement colombien, il a voté un changement de caractère de cette dette. Cette dette, elle est plus bancaire, elle est tributaire. Ça veut dire que si tu meurs, c'est tes enfants et ta famille qui vont payer ton prêt de la banque. Au Chili et aussi en Colombie en 2011, la lutte, elle portait sur l'éducation gratuite. Sur la lutte pour l'éducation gratuite, une éducation émancipatrice et contextualisée, et cette chose, elle est vraiment importante, ce point-là, il est vraiment important, contextualisée à la réalité latino-américaine. Parce que le système universitaire latino-américain, il est un copier-coller des institutions européennes. On apprend depuis l'école et primaire l'histoire de la France, l'histoire de l'Allemagne, l'histoire des États-Unis, et on a très peu de recherche et d'enseignement vraiment contextualisés à notre réalité, qui est une réalité totalement différente et qu'il faudrait bien comprendre pour pouvoir la transformer. Des éléments, avec ça je finis, les éléments des réussites qui ont mené au mouvement colombien étudiant en 2011 à faire tomber le projet de loi du gouvernement, c'est d'abord la cohésion à l'intérieur du campus universitaire. Le fait que le campus il puisse vivre une vie presque indépendante et autonome pour parler de la situation exacte de la loi, et dans le cas aujourd'hui français, la loi Auré, dans notre cas, la loi de modification de la loi 30 en Colombie. Cette chose, elle est vraiment importante. Après, on constate aussi une multiplicité d'acteurs liés aux partis politiques institutionnels et aux institutions parlementaires dans le pays. Il y a des représentants syndicaux qui sont présents dans l'organisation politique contre la lutte de ces projets. Et un projet d'ampleur nationale, il se combat avec une lutte d'ampleur nationale. Les manifestations locales, elles ont très peu d'ampleur, elles servent à diffuser la cause, mais au niveau des rapports de force politique, la manifestation, elle doit avoir un caractère national. C'est sur ce point qu'on a réalisé une marche qui est partie des différentes villes de la Colombie vers Bogota, et cette marche, elle a duré environ 10 jours. Il y avait une date de rassemblement à Bogota, et ce jour-là, le jour de l'arrivée des étudiants de toute la Colombie à la capitale, on a réussi à faire reculer le gouvernement, et le président Santos a dit qu'il n'allait plus passer le projet de loi et que le système universitaire colombien allait continuer tel qu'il était. Ce n'est pas un système universitaire exemplaire, mais quand même on a réussi à faire barrage à un projet qui allait vraiment empirer la situation. Je pense que je dirais ça. Il y a un lien aussi très important à faire entre le passage de l'arène de la rue à l'arène parlementaire. Il est fondamental. C'est cela qui constitue l'institutionnalisation du conflit
et la présence des acteurs tels que les médias pour diffuser la cause et pour diffuser la problématique au niveau plus large. Jusqu'à aujourd'hui, voilà, la lutte, elle reste la même. C'est la lutte de ceux qui sont pour la privatisation de l'éducation et des droits sociaux et ceux qui sont pour la lutte des droits et pour la lutte d'un monde plus juste et plus égalitaire, notamment dans les questions de l'accès à l'éducation en Amérique latine. Si vous avez des questions plus spécifiques vis-à-vis des pactes entre les administrations locales et les narcos, et notamment au Mexique et en Colombie, je pourrais vraiment approfondir sur la question, car j'ai beaucoup de connaissances sur ce sujet. Moi-même, je suis exilé politique en France après avoir reçu 3 menaces de mort de la part des groupes paramilitaires qui travaillaient et qui étaient présents à l'université dans laquelle j'étais et qui remplacent en fait l'autorité policière des institutions administratives et de la police en elle-même et qui font loi par eux-mêmes. Merci. Merci Harold. Donc on va maintenant changer d'endroit. On revient en France et on va plutôt parler du côté de l'institution et des personnels avec Alain Roch, qui est directeur de recherche à l'INRA et secrétaire général de la CGT INRA. Merci. Bon, ce que je vais dire coupera un peu et développera ce que j'ai dit ce matin. Mais je pense que d'entrée de jeu, il faut que l'on se dise que malgré la mobilisation extrêmement importante qu'il y avait eu contre les lois LRU, Fioraso, Pécresse d'abord, puis LRU, Fioraso, le mouvement n'a pas obtenu ce qu'il voulait, à savoir le retrait de cette loi. Et je pense que cette situation elle pèse sous 2 angles. Même si les choses commencent à s'estomper, notamment par rapport à la mobilisation à laquelle tu as fait référence, qui a son côté étudiant, mais qui a également son côté enseignant, même s'il est morcelé, même si université par université, comme ça a été expliqué ce matin, les prises de position ne sont pas les mêmes. Mais quand je dis que l'échec de la mobilisation a pesé, c'est que premièrement, ça a pesé sur la conscience de est-ce qu'on peut l'emporter par rapport au gouvernement. Et puis, deuxièmement, ça a pesé parce qu'on est passé dans une situation où le gouvernement a pu commencer à imposer des restructurations massives avec la mise en place des communes, avec les fusions à géométrie variable, parce qu'ils se sont rendus compte aussi qu'il y avait des oppositions, mais qui avaient un seul but, c'était d'aboutir bien à, sous prétexte du classement de Shanghai, ou d'autres choses à peu près du même acabit, mais en tout cas, aboutir à remodeler le paysage universitaire et de la recherche pour aboutir à un aspect régional. Et pourquoi ça ? Pour avoir, enfin, quand je dis régional même, c'est pas très juste, c'est territorial, pour aboutir à la possibilité que les acteurs, comme ils désignent pudiquement le patronat local, puissent avoir la main par rapport au système d'éducation, mais également au système de recherche, en particulier via les fameux appels à projets. Parce que si vous n'avez plus d'argent pour fonctionner, eh bien, vous faut trouver de l'argent. Et si on vous offre de l'argent, il est bien évidemment que c'est ceux qui offrent l'argent qui sont, en définitive, ceux qui tiennent les cordons de la bourse, donc qui définissent l'orientation, tant au niveau enseignement qu'au niveau recherche. Maintenant, malgré cette situation, la conséquence de ces mesures de restructuration profonde de la recherche et de l'enseignement supérieur a abouti aussi à des phénomènes de résistance, malheureusement relativement isolés les uns des autres jusqu'à maintenant. Tu faisais référence tout à l'heure au Mirail. Au Mirail, le début, c'est par rapport justement à la fusion des universités et pas par rapport à l'exigence, même si c'est venu heureusement après comme un mot d'ordre qui a été repris sur la loi ORE, mais au point de départ, c'est contre la fusion et l'ensemble de ses implications.
On a un autre exemple très récent, c'est celui de la mise en place de Saclay et plus globalement de ce que signifie la pression donnée par le jury d'IDEX, qui en définitive n'est qu'une instance qui n'a aucune légalité. Mais sauf qu'au nom de ce jury d'IDEX et de ses recommandations, aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez su, mais il y a possibilité, et il est vraisemblable que Frédéric Vidal va se précipiter dessus pour appliquer, il y a possibilité d'avoir un droit de regard par le président des universités fusionnées, à savoir donc Paris-Saclay par exemple, ou PSL, sur le budget des universités composantes et des organismes de recherche qui sont partenaires, et sur le recrutement. Or, dès l'instant où ils ont annoncé ça, il y a un droit de veto sur les recrutements d'enseignants-chercheurs et de chercheurs, hein, ce qui n'est pas une mince affaire. Et dès l'instant où ils ont annoncé ça, eh bien, il y a eu réaction. Et je pense que c'est un élément important pour nous à considérer, c'est-à-dire que dans toutes les instances qui se sont réunies, comité technique de l'Institut national de la recherche médicale, comité technique de l'INRA, etc., etc., toutes les instances qui étaient contre Paris-Dauphine, même Paris-Dauphine, il y a eu prise de position pour dire on n'acceptera absolument pas de rentrer dans un cadre où d'autres structures sont à même de nous imposer ce qu'elles veulent d'un point de vue enseignement, d'un point de vue recrutement, d'un point de vue budgétaire. Et la question aujourd'hui qui est posée, c'est quelle généralisation est-elle possible à l'heure actuelle pour faire monter ce refus sur un angle plus large, et entre autres remettant en question ce que signifie la politique dite d'excellence avec IDEX, Equipex, etc., toutes les structures en ex, donc la soi-disant excellence, qui visent à structurer le paysage. En allant jusqu'au bout, c'est exactement, ce matin il y avait discussion sur grandes écoles, polytechniques, etc., c'est exactement la discussion sur Paris-Saclay. Hein. Ce n'est pas tout blanc, tout noir. C'est-à-dire que Polytechnique veut avoir quelque chose à elle en regroupant des grandes écoles, mais à l'inverse, l'université Paris-Saclay, de laquelle Polytechnique dit « nous n'acceptons pas de rester », eh bien elle dit on va avoir deux types d'universités, une université pas du type de celui de Polytechnique, hein, et puis une université dépotoir, où on mettra tout le reste. Et ça s'insère totalement dans ce qui est dénoncé au travers de la loi ORE, le dispositif de sélection. Hein. Mais là encore, il y a réaction, mais ces réactions, et je pense que c'est important de le noter, restent pour l'instant sur un terrain local, sans prendre une dimension nationale, aboutissant à remettre en cause l'ensemble de cette politique. Dans mon propre établissement, l'INRA, un autre avatar de cette politique, c'est qu'aujourd'hui, on veut nous fusionner avec un autre organisme de recherche, l'IRSTEA, pour aboutir, soi-disant, à un organisme beaucoup plus fort, mais à budget constant. Or l'un des organismes, l'IRSTEA, est en déficit chronique. Pour vous faire un schéma simple, il y a 92% de son financement qui est consacré à la masse salariale, donc il y a 8% pour travailler. INRA, il y en a un peu plus, mais ce n'est pas suffisant, on a des revendications en la matière. Ils fusionnent les deux et ils disent vous aurez un organisme plus fort. Il est évident que ce qu'ils visent, c'est autre chose. Ce qu'ils visent, c'est mutualisation massive, suppression d'emplois, en particulier dans ce qu'on appelle les services d'appui, c'est-à-dire globalement les services administratifs, et c'est aussi une volonté, à côté de ça, de restructurer sur un angle plus appliqué, au travers de piliers qu'ils ont définis comme étant ce qui devrait être l'objectif de l'organisme, du nouvel organisme à naître de cette fusion, c'est-à-dire donner des conseils ou des solutions technologiques dans le domaine de la forêt et du bois, dans le domaine de l'eau, etc., etc. Par exemple, moi, je travaille sur la réponse des insectes au changement climatique, pas sur la forêt-bois. Hein. Et il est évident qu'aujourd'hui, d'une part, il y a une inquiétude, mais d'autre part, il y a résistance. Et je pense que là aussi, il faut le noter.
On s'est pointé au ministère jeudi dernier avec 1300 signatures d'agents. Il y en a 8000 à l'INRA, il y en a 700 à l'IRSTEA, recueillies en 2 jours pour dire moratoire immédiat sur la fusion. Et hier, il y avait le comité technique de l'INRA. Il y a eu vote d'une motion majoritaire, parce que la CFDT a voté contre, mais on a été majoritaire pour dire moratoire immédiat. C'est-à-dire cette volonté de résistance, dès l'instant où on lui donne la possibilité de s'exprimer, elle s'exprime. Les 3 autres points sur lesquels je voudrais intervenir rapidement, mais j'en ai déjà parlé au travers de l'IDEX, c'est que toute la culture de l'excellence, elle vise à individualiser non seulement les différentes structures les unes par rapport aux autres, universitaires compétitifs par rapport à autres universités, organismes de recherche qui seraient englobés pour être plus forts sur le classement de Shanghai, etc., mais individualiser, y compris les individus. Et c'est le sens des primes d'excellence scientifique, quelles que soient maintenant les dénominations qu'il y a, PEDR, avant ça s'appelait PES, ou les dispositifs de type RIFSEP qui visent à filer plus de fric selon la manière de servir. On a réussi au niveau de l'INRA à faire sauter le dispositif RIFSEP. C'est-à-dire que pendant 2 ans, à chaque fois que le PDG allait dans un centre de recherche, il était accueilli par 200 personnes qui disaient non RIFSEP. On a fait prendre position à la majorité des directeurs d'unité qui ont dit nous, si on a voulu être directeur d'unité, c'est pour faire une animation scientifique, c'est pas pour être de distribuer des primes aux uns, pas aux autres, etc. Donc on refuse. Et on a fait sauter ce dispositif. La prime, elle est identique pour tous. Par rapport à la prime d'excellence scientifique pour les chercheurs, il faut que vous sachiez que tant au CNRS qu'à l'INSERM, qu'à l'INRA, dans tous les organismes de recherche, les chercheurs eux-mêmes, dans leur grande masse, ont refusé de candidater pour avoir la prime d'excellence scientifique, en disant on n'est pas dans la recherche, un peu ce que disait Hendrik tout à l'heure, on n'est pas dans la recherche par rapport à des aspects individuels, mais c'est un travail collectif, y compris avoir une prime supplémentaire, ça correspond qu'au résultat de l'activité d'un collectif et pas une activité individuelle. Et donc je pense que ça aussi, c'est un élément à mettre en avant par rapport à un programme. 3e point, c'est sur les précaires. Alors là, j'ai les chiffres du ministère, je vais vous le dire. CNRS, 23% de non-titulaires. INRA, 18% de non-titulaires. INSERM, 49% de non-titulaires. Université, 37% de non-titulaires. Tout corps confondu. Ouais, personnel ATO, c'est enseignant. Je peux avoir le détail, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la recherche, l'enseignement est fondé, pas principalement, mais fondé de manière extrêmement significative sur l'existence de personnel précaire jetable. Et là, les initiatives, alors il y avait eu des initiatives dans le passé, là, les initiatives commencent à repartir. Elles sont fondées aussi sur le fait qu'on a fait miroiter aux précaires qu'avec la loi Sauvadet, il pourrait y avoir une issue au travers de concours de titularisation ou de CDIsation dès l'instant où il y avait plus de 6 ans. À l'INRA, ils ont fait passer quelque chose pour bloquer, pour virer les gens avant qu'ils puissent concourir. Et quand les concours ont été organisés, on s'est rendu compte que la majorité des profils qui étaient offerts ne correspondaient à aucun précaire, donc personne ne pouvait candidater. Et finalement, ils ont repris les postes qu'ils avaient affichés en disant il n'y a personne qui est reçu, on est obligé de les reprendre. Et c'est quelque chose de dément, alors qu'on sait que là, je vous donne les pourcentages, mais c'est près de 20 000 non-titulaires, permanents non-titulaires, de postes de non-titulaires, entre guillemets, sur les EPST. Et ceci, évidemment, lié au développement de la recherche sur projet dont on a parlé tout à l'heure. Et je pense qu'une des revendications essentielles à porter aujourd'hui, c'est arrêt de l'ANR, arrêt du crédit d'impôt recherche. On sait que ça sert uniquement aux actionnaires. Le crédit d'impôt recherche, quand on a eu les chiffres, on a pu voir que c'était les banques qui touchaient parce qu'elles faisaient
soi-disant de la recherche pour mettre en place des nouveaux logiciels. J'ai fini. Et donc, je pense qu'une des revendications importantes à porter aujourd'hui, c'est l'argent correspondant à l'ANR, correspondant au crédit d'impôt recherche, doit rebasculer sur les crédits pérennes pour le développement d'une recherche publique pérenne et d'un enseignement supérieur public. Voilà. Merci, merci Alain pour ton intervention. Donc, bon, je vais vous passer directement la parole, donc avec la consigne de garder le bâton de parole, du coup. Ah oui, et comme on est nombreux et que le temps file, on va privilégier des interventions courtes, s'il vous plaît, pour qu'un maximum de personnes puissent parler. Merci pour ces interventions. Je vais essayer de faire court. Alors, tout d'abord, je crois que je fais partie de l'unité INSERM qui a le plus de contractuels. On est à 80%. Je vais essayer de faire une intervention qui regroupe tous les trucs. Je rejoins tout à fait l'idée de l'institutionnalisation des luttes et de mobilisation des lycéens. J'ai lu récemment quelque chose à propos du fait que le gouvernement avait essayé de mettre des dispositions légales pour conserver le secret des délibérations des algorithmes locaux de Parcoursup. Aujourd'hui, rentre en application la RGPD. Et ces dispositions légales rentrent en contradiction totale avec la RGPD qui dit que les mécanismes et les traitements de données personnelles doivent être accessibles aux détenteurs de ces données personnelles. Et du coup, tous les lycéens sont en droit, je pense, il faudrait confirmer avec des gens qui sont un peu plus versés dans le droit, de saisir la CNIL et de déposer une plainte auprès de la CNIL pour demander la publication ou au moins la communication de comment leurs données ont été traitées et sur quels paramètres ils ont été sélectionnés. Parce que là, il y a plein d'informations qui sont en train de sortir. Ils disent « je ne comprends pas, j'ai 18 en français, en langue, pourquoi je n'ai pas été sélectionné dans cette fac de lettres ?» Il y a clairement une sélection qui est à l'œuvre. Et peut-être que quand on verra les critères de sélection qui ont été mis en place, on se rendra compte qu'il y a une sélection sociale à l'œuvre. Et là, il y a vraiment une institutionnalisation. En plus, pour une fois que c'est l'Europe qui nous donne les moyens de mettre en place cette institutionnalisation, je pense que ce serait une occasion de se donner un moyen politique de mener cette lutte. Voilà, je vous remercie. Oui, d'abord, je m'excuse auprès de Marion parce que, si tu veux, j'étais touchée aux tripes. Moi, j'ai lutté énormément, avec beaucoup d'énergie, contre la LRU. Je rappelle quand même, pour ceux qui ont été un peu au courant, on a marché les rondes infinies des obstinés sur le parvis de l'hôtel de ville, jour et nuit, pendant des mois et des mois. Bon. Donc, c'était pas rien, hein, voilà. Donc, bon, juste peut-être pour un peu de recul, parce que moi, j'étais à Saint-Cyr depuis 83, donc j'ai fait toutes ces luttes et tout ça. D'abord, on n'a pas lutté. La première mobilisation qui a concerné la fac, c'était 95. Depuis 83, il n'y avait rien. Hein. Voilà, hein. Il faut quand même voir un peu le contexte pour voir comment on peut toucher et mobiliser les étudiants et le reste. 95 et ensuite 2006, effectivement, le CPE, où ça a réussi. Pourquoi ça a réussi? Ça ne touchait pas que les étudiants, le CPE. Et ça, il faut bien se rendre compte de ça. Hein, donc le contrat première embauche touchait aussi d'autres jeunes. Et c'est parce que tous les parents d'élèves et tout ça se sont mobilisés qu'on a gagné. La LRU, ça ne touche que les étudiants. C'est ça le problème, je crois. Enfin, à mon avis, hein, mon ressenti. Hein. Et donc, depuis 83, toutes les années 80 ont été un travail idéologique terrible d'individualisation. Je crois qu'il faut vraiment mettre le curseur là-dessus, parce que aussi bien d'un point de vue de la recherche, pour les appels à projets, tout est individualisé, et c'est comme ça qu'ils gagnent. C'est là qu'est l'angle d'attaque. Bon, donc, les étudiants sont une partie privilégiée, donc les luttes des étudiants, ça ne concerne pas tout le monde, voilà. Parce que la LRU, effectivement, ça a été un coup terrible, hein, je pense. Hein. Bon, comme l'a rappelé notre collègue, maintenant, ce que je vois, hein, moi, parce que je suis tout ça depuis longtemps, c'est que quand même ces résistances qui sont individualisées,
porte les fruits dans le sens... Elle porte quand même les fruits, même si c'est pas... Bon, sauf qu'il n'y a aucune perspective. Et je rappelle que, en fait, s'il n'y a pas de succès, les luttes ne marchent pas. Les gens ne se mobilisent pas. Les gens, moi je le vois à la fac, hein, bon, il y avait quand même au départ de la lutte contre la LRU, les étudiants, qui étaient, je rappelle le slogan, c'était fac d'élite, fac poubelle, bon, parce que c'est ça, secondarisation de toute une partie des étudiants. Et bon, les profs ont commencé à se mobiliser parce qu'il y a eu des choses qui les atteignaient et tout ça, notamment pour la sélection qui passait au président. Bon, ça c'est le bout du machin qui a levé tout sur les bon, c'est vraiment... Bon, voilà. Mais les gens sont résignés. C'est ça, hein. Il y a beaucoup de gens qui sont résignés. Et parce qu'ils sentent bien que cette individualisation, elle touche toute la société et que, bon, voilà, si on n'essaie pas soi-même peut-être de récolter une petite prime par-ci, par-là, bon, mais voilà. Donc, à mon avis, je pense que les luttes typiquement étudiantes n'ont pas de succès et n'en auront pas. Voilà. C'est mon recul, hein. N'en auront pas, je ne sais pas. Hein, mais enfin, bon, à long terme, c'est ce que je vois. Alors, bonjour, moi je vais continuer un peu dans le pessimisme, je suis désolé. Donc moi je suis doctorant à Paris 6 et en fait je suis dans un labo alors, qui a l'air, plus je vois d'autres labos, plus je trouve, qui a un fonctionnement un peu particulier et qui est très bien à mon sens. C'est qu'en fait il y a un système au niveau des financements des labos, donc c'est un laboratoire qui fait des recherches à la fois un laboratoire de mécanique qui fait du très appliqué et du très fondamental, et il y a une cotisation imposée sur tous les financements qui arrivent au labo, c'est-à-dire que si un chercheur a un financement de l'ANR, un financement de l'ERC, un contrat, n'importe quoi, il y a 15% qui vont dans un pot commun et dont le contenu est utilisé, dont l'usage est décidé en assemblée générale au labo. Et ça, c'est très bien. Mais le problème de ça, c'est qu'en fait, ce système-là, il est mis en œuvre par une génération qui est un peu sur le départ. Et que ça, vraiment... moi je vois dans mon labo en tout cas, mais bon je fais une statistique du coup sur 150 personnes que je croise à la machine à café, il y a une fracture énorme à 40 ans, 45 ans à peu près, et la nouvelle génération qui a beaucoup pour point commun d'avoir fait des post-docs à l'étranger dans des pays, beaucoup les États-Unis ou l'Angleterre ou l'Allemagne, où il y a déjà ce système hyper individualiste, pensent comme ça et il y a vraiment... alors il y a des exceptions évidemment, hein, mais moi j'ai un peu peur de ça, c'est que je vois que ce soit donc, dans la génération de ceux qui ont pris leur poste dans les 10 dernières années ou dans les doctorants d'aujourd'hui, un désintérêt complet en fait pour la vie du laboratoire. Et ça, alors heureusement, bon, dans mon labo on a encore... je pense qu'on a encore 5 ou 10 ans avec des chefs d'équipe et un directeur du labo qui travaillent beaucoup pour faire vivre la vie de l'université. Mais je ne peux constater que quand on fait venir les gens aux assemblées générales, c'est en les forçant. Et ça, c'est un problème et je n'ai pas la solution. Et ça m'énerve. Oui, moi je crois que le problème souvent c'est qu'on sort de ces réunions avec un bilan, un constat et une forme de désespoir en disant c'est terminé, ils nous écrasent, on est individualisé. Alors je suis du mauvais côté de la barrière parce que j'ai 47 ans, donc, mais bon alors peut-être qu'il me reste encore quelque chose d'avant, mais moi je crois que c'est pas vrai, mais je pense que nous avons besoin d'identifier éventuellement les blocages mais aussi les éléments de réussite. Alors le blocage principal que je vois à l'université, c'est la délégation aux étudiants et aux étudiantes de la lutte. La première chose que disent les collègues, c'est « Ah, mais si les étudiants ne sont pas dans la rue, c'est perdu ». Bon, c'est pas vrai. Mais ça, c'est une idée ancrée. Donc chacun assiste au spectacle, on se demande lequel va commencer. Bon, ça, moi, je pense que c'est quelque chose que nous devons collectivement réinterroger et ne pas nécessairement attendre que les autres fassent le travail à notre place. Et ensuite, nous devons identifier nos réussites. Parce qu'à l'université, on a une chance, c'est qu'on est sous-administré. Comme on est sous-administré, si nous ne mettons pas en place les réformes, elles ne se mettent pas en place.
Or ça, c'est quelque chose que nous ne disons pas. Et nous avons des exemples de réussite. Alors on en a un cours, c'est la masterisation des concours. Quand on a, je ne rentre pas dans les détails, mais quand on a modifié en 2008-2009 les concours de recrutement pour devenir enseignant en école primaire et collège et lycée, eh ben, pendant un an, les universitaires ont dit on ne fait pas les maquettes des nouveaux diplômes. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, moratoire pour la réforme, il n'y a pas eu de nouveaux diplômes et ça s'est arrêté d'un coup. Pourquoi? Parce qu'on a réussi à triompher de la peur. Parce qu'on disait, ah oui, mais toi, tu ne vas pas faire le diplôme, mais l'université à côté va la faire, et donc ils vont récupérer les étudiants. Et puis à un moment donné, on a réussi, en publiant des textes, à franchir la peur et en disant qu'on était assez nombreux. Et on n'a même pas eu besoin des 69 universités pour le faire. Donc voilà un exemple. Et on en a un autre encore plus massif, c'est le suivi de carrière, enfin, ou d'abord donc l'évaluation récurrente des enseignants-chercheurs, où à partir du moment où les enseignants-chercheurs ont dit dans le cadre du CNU, bah, désolé, on ne va pas le faire, alors qu'on dit attention, ils vont privatiser l'évaluation des enseignants-chercheurs. Bref, eh ben, elle n'a toujours pas lieu et on l'a vidée de son sens pour l'instant. Ce n'est pas gagné, mais pour l'instant. Aujourd'hui, si on regarde la loi ORE, il y a 6 universités sur 69 qui ont dit on va mettre tout le monde ex aequo dans la plupart des filières. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous l'avons obtenu. Au mois de décembre, c'était interdit et les 6 qui ont publié une tribune, donc 6 présidents et présidentes ont publié une tribune. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont reçu un petit texto de Frédéric, signé Frédéric, je croyais que c'était une farce au départ, en disant je vais vous appeler, hein, quel est votre problème, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, etc. Ils étaient 6, pendant que 63 disaient bravo, vive la réforme, etc. Les 6 ont reçu leur petit coup de téléphone et qu'est-ce qu'on leur a dit? Mais pas de problème, faites vos ex aequo, on va se débrouiller, etc. Voilà. Donc moi je crois que nous devons regarder nos succès, prendre conscience de tous les moyens, parce qu'ils existent, de subvertir le système, y compris juridiquement, puisque ex aequo, ce n'est pas interdit par la loi, donc c'est une subversion juridique, mais ce n'est pas être contre la loi stricto sensu. Il faut les identifier, donc il faut s'emparer de ces textes. Il faut repenser l'université, y compris dans le cadre de ce qui a priori nous étrangle, la raison administrative, pour lui donner un contenu politique et pour parfois la vider de son sens ou proposer des interprétations alternatives. C'est ce travail que nous devons faire. Nous ne pouvons plus assister au spectacle de notre destruction comme des aristocrates bouffis en se disant après tout, nous on est bien installés, le système s'écroulera, mais moi je suis là. Donc ce n'est pas un spectacle, c'est une lutte. Et je crois que c'est ça que nous devons faire. Nous assistons à une lutte, mais nous sommes partie prenante de la lutte. Donc il faut savoir où on est. Est-ce qu'on collabore ou est-ce qu'on résiste ? Du coup, mon intervention s'inscrit dans celle qui vient d'être faite. C'était pour avoir un message un peu plus positif. Déjà pour un peu le constat de pourquoi c'est difficile de se mobiliser. Enfin, je rejoins tout à fait Marion sur ce qui a été dit. Le milieu conscientisé et déjà militant, étudiants et lycéens, ça fait depuis la rentrée en fait qu'ils se mobilisent et contre la réforme du bac et contre Parcoursup. Et on a eu beaucoup de mal à faire en sorte que les choses se réveillent et qu'il y ait des réelles mobilisations de masse. Et ce qu'on a pu un peu constater, c'est aussi que en fait, il y a une jeunesse qui est présentée comme résignée et qui du coup est résignée. Ça, c'est la première chose. On entend en permanence ça sert à rien de se mobiliser, mais pas de la bouche des étudiants en premier, et de la bouche des médias, des professeurs, etc. Et du coup, forcément, ça rentre dans la tête des jeunes. Et il y a un peu cette impression que ça sert à rien. Aussi parce que, comme vous le disiez, on a fait beaucoup de mouvements depuis la LRU. En fait, le dernier mouvement qui a été gagné, c'est 2006, le CPE, qui est le dernier mouvement national. Mais pour être un peu plus positive, moi, je viens aussi de Paris 3. Voilà. Et il y a des mouvements qui ont été gagnés localement. Et notamment, Paris 3 ne fusionnera pas avec USPC. Et je pense que c'est un mouvement qu'il faut mettre en avant et dire c'est possible. Et en fait, quand les jeunes se mettent en action, il y a des choses qui se passent. Et pour aussi reprendre ce qui a été dit et par Marion et par monsieur, en fait, quand il y a seulement les jeunes qui se mobilisent, effectivement, ça ne marche pas parce qu'on est présenté comme des agitateurs professionnels, des flemmards, etc., etc. Alors que quand il y a des enseignants qui sont à nos côtés, des personnels administratifs, ça prend une toute autre tournure. Et je l'ai vu sur la mobilisation contre la fusion à Paris 3, qui n'a pas été une mobilisation, on n'a pas manifesté, on n'a pas fait des blocus, etc. Par contre, on a fait des rassemblements devant les conseils d'administration, on a fait signer des pétitions massives, etc., qui sont des choses qui peuvent paraître anodines, mais en fait, parce qu'il y avait les profs à nos côtés, parce qu'il y avait les personnels administratifs à nos côtés, et on a réussi à faire reculer et l'administration et le gouvernement, parce que c'était une fusion qui était imposée par beaucoup plus haut que simplement le président de l'université de Paris 3. Et la deuxième chose aussi,
Là, il y a toujours une répression du mouvement des jeunes, etc. Mais je pense que c'est important de parler de ce qui se passe en ce moment avec les lycéens qui sont mobilisés à Arago. En fait, ça va plus loin parce que la mobilisation, elle est arrêtée à ses tout débuts. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec les lycéens à la rentrée 2017. Il y avait des mobilisations. Non seulement on n'en parlait pas, mais en plus c'était l'administration et la police qui étaient devant les lycées dès le 6h du matin pour empêcher tous les blocus. Et on a comptabilisé à peu près sur le mois d'octobre-novembre une trentaine de blocus qui ont été empêchés parce que l'administration était présente du côté du gouvernement, quoi, et parce qu'il y a une répression policière qui est super forte, qui fait qu'un jeune lycéen mineur, il est plus... pas trouver un mot, mais pas, voilà, plus frileux du coup, surtout quand on voit le résultat que ça donne là, où il y a 102 interpellations, plus de 13 lycéens qui sont mis en garde à vue avec des rappels à l'ordre, etc., et des méthodes qui sont clairement fascistes, quoi, on ne laisse pas la parole aux jeunes, et d'autant plus que les lycéens, leur seul moyen d'expression, c'est les blocus, c'est les assemblées générales, parce qu'ils n'ont pas le droit de vote, et que c'est clairement pas eux qui ont voté pour Emmanuel Macron, en tout cas. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite réagir aux différentes interventions avant qu'on reprenne le tour de parole? Par rapport à ce que disait le doctorant, je suis d'accord avec ce qui t'a été répondu, mais j'ajouterais une chose, c'est que je pense qu'il ne faut pas être pessimiste parce qu'on a pu voir sur cette question des crédits. Dans mon labo, on fonctionne pareil. Ceci dit, quand on a posé le problème plus globalement au niveau de tout l'organisme de recherche, on ne peut pas continuer comme ça à fonctionner avec des appels à projets parce qu'on va droit dans le mur. Parce que hier, on avait plein de fric, aujourd'hui, on n'a plus de fric. Dans un premier temps, on est tombé face à des collègues qui ont dit « Ouais, mais l'ANR, quand même, nous, ça nous arrange parce qu'on est reçu quasiment chaque année. On a des gens qui déposent des projets et qui ont de l'argent. » Et puis ils se sont rendus compte que 2 ans après, ils n'avaient plus rien. Et puis qu'ils pouvaient en réavoir peut-être l'année d'après, mais qu'après, il n'y en avait pas. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte, quand bien même ils étaient idéologiquement favorables au point de départ à un système d'individualisation totale, que ce n'était pas si simple que ça à appliquer, y compris pour eux. Et quand on a dit, on propose que le conseil scientifique de l'INRA prenne position, arrêt des appels à projets, on a calculé de manière exacte que si on prend tous les laboratoires, alors il y a des variations suivant les disciplines, etc., mais en moyenne, le fait, si la subvention d'État était de 14 000 € par agent d'un laboratoire quelconque, ça permettrait de ne pas avoir besoin d'avoir recours aux appels à projets qui sont chronophages, histoire du temps de ce matin, qui sont casse-gueule aujourd'hui, dans beaucoup de cas, à moins qu'on ait un piston par ailleurs. Et ça a pris même par rapport à ceux qui, idéologiquement, n'étaient pas de notre côté au point de départ. Et je pense que ça, il faut le garder en tête tout le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une fatalité comme quoi c'est l'avis dominant qui, nécessairement, est toujours dominant. Mais dès l'instant où on se bat, et là, entre autres, je pense que on a décidé avec les syndicats CGT, FSU, FO et SU de tout l'enseignement supérieur de la recherche de relancer une bataille sur le soutien de base annuel doit redevenir l'élément déterminant du financement des laboratoires et des universités. Je pense qu'on aura du succès aussi parce qu'ils tous, même ceux qui sont pour, au départ, ils se confrontent à une situation qui va vers une explosion. Je dis, il n'y a plus personne qui maîtrise quoi que ce soit sur ce terrain-là des appels à projets. Donc, je pense que cette démonstration-là, elle est valable aussi pour tout un tas d'autres aspects, pas seulement sur cette question-là. Alors, moi, c'est Julien, je suis étudiant à Nanterre et je voulais juste un peu revenir sur les 2 interventions de Harold et de Marion.
sur la question et aussi un peu sur la tienne et sur tout ce qui suit, parce que j'ai l'impression qu'on a un peu un fil conducteur sur pourquoi ça marche pas et pourquoi au niveau de la jeunesse et par exemple pourquoi les lycéens ne mobilisent pas alors qu'on a quelque chose qui est à peu près, même si c'est pas pareil, semblable à ce qui avait été Devaquet, et pourtant Devaquet a été plié en 3 mois à peu près. Alors pourquoi ça s'est pas passé comme ça? Voilà. Et donc je pense qu'une grande partie de ton intervention répond par rapport à ça. C'est comme ça, moi je l'analyse personnellement. Alors je tiens juste à le dire, avant je suis militant syndical sur ma fac, et donc ça fait déjà des années que je vois un peu, quand tu parlais de le manque de politisation, quand toi tu parles effectivement de la répression, etc., quand toi tu parles du manque des profs et tout, c'est quelque chose qu'effectivement je ressens, mais j'essaie de voir sur un certain fil conducteur, et sur l'individualisation, ça répond parfaitement. Par exemple, quand tu parles d'individualisation, tu réponds beaucoup sur la question que vivent les biatos, etc., en ce moment, mais c'est aussi quelque chose que vivent beaucoup les étudiants. C'est-à-dire, on leur a mis dans la tête, et c'est un peu ce qui s'exprime, qui se sublime avec aujourd'hui l'idée macroniste, c'est-à-dire que tu viens à la fac simplement pour trouver un boulot, et ici, on va dire que c'est une pré-entreprise. Et devenir millionnaire, effectivement. Parce qu'effectivement, il y a des masters millionnaires en ce moment qui sont en train de se développer. Et ça, je pense que ça répond beaucoup aujourd'hui, aussi bien des fois à la faiblesse des organisations syndicales étudiantes, comme tu l'as très bien expliqué, des faiblesses des organisations syndicales de professeurs, etc. Parce que, par exemple, comme tu disais, Harold, aujourd'hui, ça se massifie au niveau des universités en Amérique latine, ou pour celles qui ont vécu un gouvernement progressiste. Nous, la massification, on la connaît depuis longtemps. Aujourd'hui, il y a 2,5 millions d'étudiants, on sera bientôt à 3 millions. Donc, des étudiants et des gens qui sont réunis dans des endroits, on n'en manque pas, quoi. Et donc, normalement, se traduirait comme pourrait y avoir dans une entreprise, ou comme quand on a vécu le phénomène d'industrialisation, le fait qu'il y ait plein d'étudiants qui se syndiquent, qui commencent à s'organiser, et on est une grosse organisation étudiante de 1 million de personnes. Je caricature un peu, mais normalement, dans l'idée, ça doit être ça. On a créé des réseaux, il y a des réseaux parce qu'il y a des étudiants qui vivent là, qui se rencontrent là, et pourtant, qu'est-ce qui manque? Il manque une véritable organisation, il manque le fait que des étudiants se mettent à parler, se mettent à discuter, se mettent à lutter localement par rapport à des problèmes locaux, donc sur l'université, moi, sur ma commu ou d'autres, de ce qui peut se passer. Et ça a été quelque chose qui, à mon avis, a été très bien pensé dans comment on individualise les parcours, comment, par exemple, ça c'est le cas en ce moment des lycéens, c'est le calendrier, il est cataclysmique pour eux, c'est-à-dire que contrairement à l'erreur de Devaquet de mettre ça en automne, là ils te mettent ça à la fin d'hiver, histoire qu'ils ont tous le stress du second semestre qui va compter pour du second trimestre qui va compter pour leur dossier, et ensuite arrive la question du bac, donc c'est extrêmement compliqué pour eux. Et sur les organisations étudiantes, c'est quelque chose qui se ressent très vite. Et par exemple, un dernier truc sur lequel je voulais souligner sur les organisations étudiantes, aujourd'hui, il y a un manque énorme, en tout cas j'ai pu le vivre ça en voyant un peu d'autres universités à l'échelle européenne, notamment sur la question de la vie étudiante et comment les étudiants vivent leur vie université comme un lieu de vie, etc. Le manque d'organisation, par exemple, dans les cités universitaires. Dans les cités universitaires, vous avez des fois des situations qui sont absolument horribles. Il y a eu des luttes locales, par exemple, j'ai entendu parler à Lille, j'ai entendu parler à Grenoble, mais il y a d'autres cités qui sont délabrées, qui sont absolument dégueulasses, et pour autant, les étudiants ne font rien. Pourquoi? Parce qu'ils ne se voient pas, parce que tout ça a été très bien pensé pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de vie étudiante, qu'il n'y ait pas de politique étudiante, que les étudiants ne se voient pas. Il y a un peu de vie étudiante avec des assos qui organisent des fois des soirées, des trucs comme ça. Mais ça, c'est autorisé par la fac. Ça, la fac n'a pas de problème. Par exemple, c'est le cas à Nanterre, où est-ce qu'on n'est même pas autorisé à des moments de simplement faire venir des politiques pour simplement discuter, etc. Tout est fait, et là, c'est sublimé avec l'idée macroniste. On sublime le consensus du diktat ordolibéral, quoi. C'est-à-dire que on essaie de faire en sorte que le plus de monde soit individualisé et qu'en gros, ça soit consensuellement, ce soit accordé, etc. Et que le moins possible, les gens commencent à se parler, etc. C'est pour ça, moi, à la limite, ce que je vois un peu dans ton intervention, Marion, mais bon, je pense que Paris 3, on connaît bien. Ce qui est intéressant, à mon avis, dans les luttes étudiantes, c'est comment, avec l'occupation, elles en font un lieu de vie et un lieu de rencontre. Et comment, avec ça, elles vont justement politiser. Et ça prouve que l'un des enjeux est justement, en tout cas pour les étudiants, pour les profs, j'en suis pas un, donc malheureusement, même si j'ai mes idées, mais je pourrais pas dire comment les étudiants réussissent à se réapproprier les universités pour en faire un réseau qui puisse parler politique, qui puisse discuter politique, qui puisse s'organiser. Et justement, c'est à partir de là qu'elle peut suiter. Si les réseaux recommencent à tourner, parce que si les réseaux ne tournent pas et qu'on continue l'université managériale et bientôt le lycée comme on est en train de le faire, et ben dans ce cas, justement, c'est là où tout le monde est dans son petit coin, etc. Et c'est très facile de faire ensuite passer même les pires lois qui, pour autant, il y a des années, on avait réussi à barrer la route, quoi. Alors, totalement d'accord avec ce que tu viens de dire, avec les dernières interventions également. Merci pour vos interventions, elles étaient très, très constructives et intéressantes. Merci beaucoup.
Moi, je voulais intervenir en complément de ce qui a été dit pour des actions et des organisations locales, donc au niveau universitaire, l'organisation étudiante, etc. Avoir un peu une vision aussi plus globale et plus holistique. Effectivement, comme tu l'as indiqué, Harold Gonzalez, la modification du monde universitaire a un impact, ou peut avoir un impact sur la société globale, sur l'aspect politique national en général. Et donc, effectivement, l'éducation est stratégique sur ce point-là. Ça structure la société future. À partir de là, il faut mettre en lumière, je pense, l'aspect particulièrement inégalitaire des dernières mesures qui sont proposées par le gouvernement pour pouvoir rassembler plus au-delà simplement d'une lutte étudiante et d'être sur un prisme, une problématique qui soit vraiment politique, qui soit vraiment nationale. Tout à l'heure, on parlait d'individualisation. Je pense qu'effectivement, c'est une vraie problématique. Comment faire en sorte de mobiliser autour de cette problématique, en faisant en sorte qu'elle concerne plus largement la société, la nation. Et donc, pas simplement être sur la problématique étudiante, en partant de cette base-là, mais de partir effectivement sur le fait que ça devient qu'on part dans la direction d'une société qui est totalement inégalitaire. Pas simplement rester de façon cloîtrée dans son domaine, que ce soit les cheminots, que ce soit les luttes étudiantes, on converge via ce même fil directeur du bien commun. Donc d'être sur ces valeurs qui nous permettent de converger, qui nous permettent de regrouper de façon nationale, de façon même internationale. Tout à l'heure, il y avait le doctorant qui a indiqué qu'il y avait beaucoup de travaux qui étaient faits aussi à l'international. Je pense que la problématique que l'on vit, elle n'est pas uniquement précise pour la France, qu'on peut la retrouver dans d'autres pays, en Amérique latine notamment, dans d'autres continents. Donc ouvrir sur d'autres... partir de cette problématique étudiante, élargir sur des valeurs qui sont propres à toute la nation pour pouvoir emmener du monde derrière nous, pour pouvoir peut-être faire une modification au niveau du monde étudiant et plus généralement au niveau de la société générale, de la politique. Voilà. Merci. Et concernant la question de l'université, je pense que aujourd'hui, le constat que je fais, c'est plutôt une totale l'université, le concept même de l'université, il est lié au concept de l'universalisme, une question assez large. Aujourd'hui, à chaque fois qu'on rentre à l'université dans une filière, on est vraiment très directionné vers une chose spécifique. Il n'y a plus la portée des pensées au niveau national et même au niveau international. La question de la connaissance, se cultiver pour la connaissance, c'est quelque chose qui est vraiment absente aujourd'hui, même au niveau, je dirais, des enseignants. Il y a quelque chose qui est vraiment inquiétant sur ce point-là. Une autre chose qui est vraiment, que je trouve qui est importante à souligner, c'est la portée nationale qui peut avoir le mouvement étudiant. Là-dessus, je pense que, et une idée juste, la question du blocage, c'est quelque chose de très polémique, et parce qu'il y a en quelque sorte une interdiction d'accès à l'université faite par quelques étudiants. Mais la responsabilité de cette interdiction, elle ne porte pas sur les étudiants qui se mobilisent, elle porte sur le gouvernement qui oblige les étudiants à se mobiliser. Et sur ce point-là, si aujourd'hui les 3 millions, 2 millions d'étudiants en France n'ont pas leur diplôme, si aujourd'hui ils n'arrivent pas à accomplir ces études pour cette année 2018, ce n'est pas du tout la faute des étudiants qui se mobilisent, ce n'est pas la faute des syndicats, c'est la faute d'un gouvernement qui touche le fond. Okay. Et les manières de faire passer le message, elles sont diverses. Et c'est pour ça la question de la vie à l'université, tu parlais de l'espace à l'intérieur de l'université, le campus. C'est quelque chose qui est marquant quand on vient de l'Amérique latine. Il y a des campus qui sont vraiment énormes. Au Mexique, par exemple,
il y a toute une... voilà, ça s'appelle Ciudad Universitaria. C'est vraiment une ville, quoi. Il y a des bus, il y a du transport à l'intérieur de l'université même. En France, ce que je vois, c'est des institutions d'éducation supérieure qui sont dans des bâtiments. C'est des espaces très petits, des espaces où il n'y a pas les éléments pour créer une cohésion sociale au niveau étudiant. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut analyser aussi d'un point de vue d'organisation administrative. Et c'est quelque chose qu'il faut que les syndicats étudiants pensent. Il faut y penser à ça aussi. Comment faire vivre ces espaces, même s'ils sont petits, même s'ils sont gris, même s'il fait froid l'hiver, il faut chercher la manière d'animer ces espaces-là. Voilà. Juste pour répondre à la dernière intervention sur la convergence des luttes, on en a bien conscience que c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, la convergence des luttes, c'est d'abord dans la tête. C'est quand on a conscience qu'on ne peut pas gagner tout seul. Ça, on le sait depuis le début. Hein. Nous, notre pouvoir, le pouvoir de la jeunesse, c'est d'être moteur. On est agité et agissant. Par contre, eux, les travailleurs peuvent bloquer l'économie d'un pays. Ça, on le sait. Et honnêtement, il n'y a pas eu une assemblée générale dans les facs sans parler de toutes les autres luttes. Hein, et on faisait intervenir des cheminots régulièrement. On parlait de la loi asile-immigration, etc. La dernière fois, à Arcueil, on a bloqué les partiels des camarades de Nanterre. En première ligne face au CRS, c'était les postiers du 92 et des cheminots Sudrail. Et cette convergence, elle s'opère, elle existe. Mais après, j'ai l'impression que pour l'instant, elle reste trop dans un milieu militant. C'est souvent les mêmes têtes qu'on revoit, les mêmes cheminots, les mêmes étudiants, etc. Et c'est vraiment ça qu'il faut qu'on arrive à dépasser pour trouver une réponse collective et massive. Alors voilà, après, on verra samedi si cette grande marée populaire arrive à embarquer tout le monde avec elle. Mais bon, en tout cas, c'est vraiment l'objectif. Et voilà. Moi, en tout cas, les professeurs de Paris 3 par rapport aux examens, la réponse d'hier a été de faire une rétention de notes. Donc là, ils sont je ne sais plus combien, c'est pas la majorité, mais ça bloque quand même le semestre. Et c'est à l'ensemble des licences et des masters. Donc voilà. On va y arriver. Oui, moi je voulais faire un petit focus sur la question des organisations étudiantes, soit syndicales, associatives ou même politiques. Je pense qu'il y a un paramètre à prendre en compte, c'est que cette année, on s'est, comme dans le mouvement pour la loi travail, si certains en tout cas l'ont fait pour le mouvement étudiant, on se confronte à une espèce de défiance assez incroyable envers les organisations dites traditionnelles. Donc il faut aussi penser à des mots d'ordre qui sont peut-être pas teintés bonjour c'est la France Insoumise ou bonjour c'est un syndicat étudiant précisément, mais pour fédérer tout simplement les gens entre eux. Il y a une chose, je voudrais revenir sur la question du blocage. Il y a eu beaucoup de blocages d'universités en France en 2018, c'est quand même assez hallucinant. Et on a remarqué que tout simplement, il n'y avait pas que des étudiants au sein de ces blocages. Pourquoi ? Il y avait aussi des jeunes qui étaient non étudiants. Et il faut penser à une chose, c'est qu'aujourd'hui, on a la possibilité de créer... déjà, le mouvement est bien engagé chez les étudiants et chez les jeunes, mais créer des mots d'ordre qui fédèrent tous les jeunes autour d'une chose. Nous sommes les jeunes laissés pour compte. Nous sommes les personnes qui n'ont pas d'aide sociale, mis à part des bourses qui touchent une personne sur 4 pour les étudiants. Il y a aujourd'hui des personnes qui ne vont pas à l'université, qui se retrouvent au chômage. Donc toutes ces personnes-là, les étudiants comme les non-étudiants, sont des personnes précaires. Donc aujourd'hui, on a le besoin et même l'obligation de se fédérer autour de mots d'ordre clairs pour insuffler un mouvement qui soit... en tout cas unitaire déjà entre les jeunes pour ensuite pouvoir permettre la convergence des luttes par la suite. Et dernière chose, petit point de focus, dans ce mouvement étudiant, on s'est confronté à une chose. Déjà, le gouvernement qui est très démagogique, qui n'hésite pas à nous cracher dessus et à nous victimiser en disant qu'on est des agitateurs dans les facs. Mais au-delà de ça, il y a un espèce de bras armé qui s'appelle la FAGE,
aujourd'hui dans les universités, une espèce de fédération d'associations qui, à mon avis, ne représente rien pour nous, mais qui concrètement reproduit le discours du gouvernement, reproduit la démagogie au sein des assemblées générales, quitte à carrément humilier des cheminots qui viennent en assemblée générale, humilier des étudiants précaires, humilier des salariés. Enfin, c'était une honte, on a vécu des assemblées générales très très dures. Donc il faut le dire que dans ce mouvement contre la loi RE, on se confronte à un gouvernement, mais aussi à l'instrumentalisation du coup de ce discours-là par une organisation étudiante qui n'a pas peur de mentir auprès des étudiants, qui n'a pas peur de les discriminer elle aussi. Donc il faut bien sûr savoir qui est notre ennemi. Donc on est bien d'accord sur le fait que le gouvernement est largement notre ennemi, mais aussi ne pas avoir peur de dire aussi à certains étudiants qui se disent méritocrates, qui méritent plus leurs études que d'autres, qu'eux aussi sont nos ennemis. Merci. Oui, très, très court. En fait, ce qui nous unit ici, c'est surtout qu'est-ce que nous avons de commun et qu'est-ce que nous pouvons définir en commun. C'est peut-être pas l'endroit le mieux pour le faire, mais je pense qu'on a très peu parlé d'un bien commun qui est la recherche fondamentale et que la recherche par projet essaye de casser. Et donc, je pense qu'il faut absolument se battre. Il y a des moyens, par exemple, le doctorant, il est parti, il en a parlé. Il faut absolument appuyer la recherche fondamentale. Parce que la recherche par projet, elle passe, il y a des vagues. Bon, les vagues, elles vont et elles reviennent, comme ça a été dit. Et donc, là, je pense que c'est très important. L'autre chose que je voulais dire, ce qui unit les étudiants et la société, et aussi avec les chercheurs, c'est l'université, ça doit être le partage de la connaissance. Et donc, je pense que c'est très important de s'appuyer là-dessus et que ça soit un des mots, ce qui va devenir après des mots d'ordre, etc. Mais il faut absolument se baser là-dessus. Bon, juste un petit complément par rapport au parcours SUP. C'est un petit regard du Sud. L'enseignement supérieur dans beaucoup de pays, l'université dans beaucoup de pays, a maintenant le privé a un rôle très important. Par exemple, je pense à la Grèce, à l'Espagne, au Portugal. Le privé a un poids très, très important. Et avec le parcours SUP, ça arrivera en France si on ne va pas se battre. Mais j'espère qu'on va se battre. Muy brevemente voy a intervenir en castellano. Unas breves noticias sobre los procesos de lucha de la Universidad Española. Voy a intentar resumir en 3 minutos 50 años de luchas. Je vais faire un bref résumé de la situation du processus de lutte pour la situation espagnole. Je vais essayer de résumer en 3 minutes plusieurs dizaines d'années de lutte en Espagne. Sí. Las primeras tres décadas enfrentan dos significantes, ¿no? La lucha contra una universidad autoritaria y fascista a favor de una universidad pública y democrática. El resultado de esa lucha es una universidad pública empresa. Les premières 3 décennies, justement, sur ces 50 dernières années, ça a été d'abord une lutte pour la démocratie, antifascisme contre le fascisme. Et justement, esta lucha... Et ce résultat, et le résultat, et aux finalités, c'est un résultat un peu public et entreprise. De hecho, mi universidad, la Universidad de Valencia, se define en su publicidad como universidad empresa. D'ailleurs, mon université, l'Université de Valence, se définit comme une université entreprise.
El proceso de Bolonia abre otro ciclo de luchas donde se enfrentan la excelencia como empresa y la universidad como bien común. Le processus de Bologne entame un autre processus où il y a justement cette réflexion en tant qu'entreprise, mais également en tant que bien commun. Las luchas de ese proceso tienen resultados interesantes, canalizan la indignación y muchos de los estudiantes acaban formando parte del movimiento de indignados 15M. Les luttes justement à l'encontre de ce processus de Bologne sont partie intégrante, on va dire, du mouvement du 15M et des différents indignés qui ont formé par la suite une partie, en tout cas Podemos. Pero el resultado final es una colonización de la subjetividad neoliberal. Mais au final, le résultat est une certaine colonisation de la politique néolibérale. Y una desdemocratización de los órganos de gestión universitaria. Et une dédémocratisation du contexte de l'ordre de l'université, de l'organisation à l'intérieur des universités. Esto ha sido posible por un proceso complejo que ha convertido a los estudiantes en consumidores en vez de ciudadanos, y también porque la colaboración de los sectores del profesorado que han entrado en las lógicas sádicas del proceso de la excelencia. Cela a été possible à travers deux principes. La première, c'est le fait que l'étudiant a été transformé en consommateur, et la seconde, par le fait que les professeurs ont intégré ce même principe de collaboration avec le système. Bueno, en resumen, las luchas actuales que todavía existen pasan por esa descolonización de la subjetividad, de la razón de la subjetividad neoliberal, ¿no? Y por el intento de reconstrucción de una universidad como bien común, autónoma y lo más global posible, lo más internacional posible. Donc les premières réflexions, les solutions passent justement par cette tentative d'abord de cette idée d'université en tant que bien commun, et de décoloniser un peu cette subjectivité néolibérale de la raison. Et la seconde passe par les autonomies dans l'internationalisation, par les différents processus de réseau et de collaboration au niveau international. Merci beaucoup.